Vidéo numéro 49. Attention au sort de la flèche. Bonjour à tous. En mathématiques et en sciences, on fait des raisonnements par déduction logique. Ces raisonnements sont souvent formalisables par des flèches. De l'hypothèse vers la conclusion en mathématiques, de la cause vers l'effet en sciences. Il peut arriver que certaines de ces flèches soient réversibles et on parle alors d'équivalence. Mais la plupart des flèches ne le sont pas. Point 1. Implication logique. Les raisonnements rigoureux, que ce soit en mathématiques ou dans la vie réelle, sont souvent une combinaison de déductions élémentaires formalisables par le schéma logique appelé modus ponens. Si je sais qu'une situation grand A entraîne automatiquement la situation grand B, ce qui se traduit par une flèche d'implication comme sur l'écran, et que par ailleurs je constate qu'on est dans la situation grand A, alors on a la situation grand B. Par exemple, le successeur d'un entier pair est impair. Je constate que 8 est pair car 8 égale 2 fois 4. J'en déduis que 9 égale 8 plus 1 est impair. Dans ce cas, l'implication est réversible, car le successeur d'un entier est impair si et seulement si l'entier en question est pair. Pour montrer que les flèches d'implication ne sont pas toutes réversibles, on prend souvent, par référence à la Grèce antique, l'exemple suivant. Grand A est la propriété d'être un homme. Grand B est la propriété d'être mortel. On sait que grand A implique grand B, car tous les hommes sont mortels. On en déduit, puisque Socrate est un homme, que Socrate est mortel. Peut-on inverser, c'est-à-dire du fait que Socrate est mortel, en déduire qu'il est un homme? Non, évidemment, car Socrate pourrait être un cheval, par exemple. D'où vient le fait qu'on ne peut pas renverser le sens de la flèche? Dans cet exemple, on voit que la difficulté vient de l'ensemble de références où sont définies les propriétés grand A et grand B. Si cet ensemble est celui de tous les êtres vivants ou des mammifères, l'implication n'est pas réversible. Mais on pourrait imaginer une situation très différente. Si les Grecs se posaient la question de savoir si Socrate est un homme ou un dieu, sa mort prouve qu'il était un homme, car les dieux sont immortels. Constater expérimentalement la mort de Socrate prouve alors qu'il était un homme. C'est parce qu'ici, l'ensemble de références est devenu celui des hommes et des dieux. Maintenant, si on réfléchit un peu plus, on s'aperçoit que dans cette dernière déduction, en réalité, on n'utilise pas le fait que les hommes sont mortels. On fait ce qu'on appelle un raisonnement par contradiction à partir de l'immortalité des dieux, qui n'a rien à voir avec la mortalité des hommes. Je constate que Socrate est mortel. S'il était un dieu, il serait immortel. Il n'est donc pas un dieu, et comme je n'ai que deux choix, homme ou dieu, c'est un homme. On appelle aussi cela raisonnement par exclusion. Et je n'en parle pas par hasard, il se trouve que de tels raisonnements interviennent en physique. Point 2. Causalité. En science, si je sais qu'une certaine cause produit automatiquement un certain effet, en présence de cette cause, je dois m'attendre à l'effet correspondant. Par exemple, s'il pleut et que la température passe en dessous de zéro, je vais voir tomber de la neige, car l'eau gèle quand la température devient négative. La petite différence avec les déductions logiques en mathématiques est qu'une cause extérieure peut intervenir et empêcher l'effet de se produire. Si je lance une balle de tennis vers une cible et que quelqu'un interpose une raquette, l'effet escompté n'aura pas lieu. C'est qu'en physique, entre la cause et l'effet, s'écoule en général un certain temps qui peut aboutir à empêcher l'action de la cause. En revanche, la notion de temps n'existe pas dans les déductions logiques. Les mathématiques sont intemporelles. Comme pour les implications logiques, la flèche dite de causalité n'est pas toujours réversible. C'est que plusieurs causes peuvent produire le même effet. Donc, si je constate un effet, sa cause peut être différente de ce que j'avais cru. C'est en fait la difficulté fondamentale des sciences. Et pour la résoudre, il faut réduire l'ensemble de références qui est celui des causes envisageables, comme dans l'exemple de Socrate. Point 3. Une confusion possible, la vérification expérimentale. On parle souvent de vérification expérimentale d'une théorie.
Telle théorie implique que dans certaines circonstances, un phénomène doit se produire avec des caractéristiques calculables. Par exemple, une variation précise d'une grandeur par rapport au résultat donné par une théorie antérieure. On fait l'expérience et on constate le phénomène ou la variation prévue avec une grande précision. Cela implique-t-il que la théorie est vraie? Cela serait le cas si c'était la seule théorie possible donnant ce résultat. Ce n'est en réalité jamais le cas. Bien pire, on ne connaît jamais, pour aucun phénomène, tous les facteurs qui peuvent influencer le résultat. Et si on en ignore un seul, la théorie n'est qu'une approximation de la réalité. Les expériences dites de vérification ou de confirmation ne confirment donc rien dans l'absolu. Elles ne servent qu'à éliminer les théories trop grossièrement fausses, ce qui permet de les exclure ou de les améliorer. Il n'y a rien d'étonnant à ce que toute théorie soit approximative, puisque c'est déjà le cas de la représentation de tout objet réel. D'une façon générale, en science, on peut savoir ce qui est faux, mais pas ce qui est vrai. Point 4. Exemple plus élaboré. Commençons par un exemple où nous avons déjà parlé. La courbe de rotation plate des galaxies près du bord peut s'expliquer soit par la présence de matière noire, soit par une modification à grande distance de la loi de la gravitation, théorie Bond. Les experts disent que si la théorie Bond est réfutée sur un exemple, une courbe de rotation non plate serait une telle réfutation, cela valide par exclusion l'existence de la matière noire. Mais personne n'a jamais démontré qu'une troisième théorie ne peut pas expliquer la platitude. C'est un fait indémontrable, toujours pour la même raison. Un phénomène jusqu'ici inconnu, et peut-être même inconnu pour toujours, pourrait être l'explication de la platitude observée sur de nombreux exemples. Inversement, s'il apparaît une exception à la règle des courbes plates, ce peut être dû à une cause extérieure non encore identifiée, voire à jamais non identifiable. Ce raisonnement par exclusion est donc abusif. J'ai entendu dire, dans des vidéos par ailleurs sérieuses, que puisque l'évolution de l'univers est régie par des équations différentielles, on peut déterminer son état passé à partir de l'état présent et pas seulement prévoir le futur. Or, ceci est inexact, car l'état passé n'est pas toujours déterminé exactement par le présent, comme le montre l'exemple des fonctions f indice a de t, pour petit a entre 0 et 1, montré sur l'écran. Toute solution de la même équation différentielle, toute nulle pour t positive ou nulle, et toute différente pour t égale moins 2. Les experts diront que cet exemple n'est pas naturel car l'équation est singulière. Mais des phénomènes semblables d'irréversibilité se produisent pour des équations dérivées partielles même régulières, par exemple en mécanique des fluides. La conclusion à laquelle nous arrivons ici est que même si on connaît exactement la loi d'évolution, l'effet ne permet pas forcément de remonter à la cause. En termes vagues, on peut dire que la flèche du temps se traduit par des phénomènes de dissipation qui conduisent à oublier une partie du passé. Cela dit, il n'est pas vrai que l'univers, ni même un système réel quelconque, vérifie exactement une équation d'évolution mathématique. On ne peut jamais identifier un système avec sa modélisation. Point 5. Conclusion. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et fait entrevoir le niveau d'exigence logique qu'on doit rechercher pour toute théorie arrivée à maturité et prétendant donner l'explication complète d'un phénomène. En pratique, on n'arrive jamais à ce niveau. Mais la morale de l'histoire est qu'il faut rester modeste lorsqu'on croit avoir découvert l'explication définitive d'un phénomène ou la théorie ultime. Aucune certitude de ce type n'étant possible en science.